Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise. Encore un plaisir d'être avec vous pour cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti et voici notre édition que l'on va débuter par la page économie avec notamment des économistes qui suivent la question de la croissance économique du Rwanda de près. Ces derniers indiquent que le Rwanda doit renforcer des stratégies pour augmenter la production intérieure afin de parer à la dépréciation du franc rwandais face au dollar. Le rapport annuel 2023-2024 de la Banque nationale du Rwanda qui a récemment été publié et surtout présenté devant les membres du Parlement fait état d'une hausse de 16,3% du dollar face à la monnaie locale, une situation qui tout de même présente certaines inquiétudes, comme on va le suivre dans cet élément nous préparé par notre confrère Kassim Youssouf. Au marché de change dans la ville de Kigali, Habimana Jacques, qui pratique ce commerce, indique que c'est la première fois qu'il observe une hausse aussi rapide du dollar américain par rapport au franc rwandais. Si aujourd'hui le dollar coûte 1402 francs alors que son prix était de 1200 francs, vous comprenez que cette différence révèle combien le franc rwandais a perdu de sa valeur. Les propos d'Ouaimana sont corroborés par le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa. La plupart de vous tous sont au courant de cette situation où vous l'entendez dire. La forte dépréciation du franc rwandais l'année dernière a fait qu'au cours de l'exercice budgétaire par lequel nous présentons le rapport, le taux de dépréciation du franc rwandais est de 16,3% par rapport au dollar américain. Les membres du Parlement rwandais appellent à une collaboration spécifique entre la Banque nationale du Rwanda et les autorités gouvernementales concernées par la surveillance de la valeur du franc rwandais afin d'éviter une dépréciation excessive de la monnaie nationale. La Banque nationale du Rwanda, en tant que régulatrice, devrait trouver une position pour s'assurer que, même s'il se trouve qu'il y ait des dépréciations, qu'elles ne soient pas exagérées et que l'inflation ne soit pas excessive. Des experts en économie expliquent que la solution durable pour faire face à la dépréciation du franc rwandais sur le marché de change réside dans l'augmentation de la production intérieure, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Il y a l'augmentation de la qualité et aussi de la quantité, comme je le disais, parce que si nous utilisons 5 hectares pour avoir une production que les autres trouvent sur 1 hectare, cela signifie qu'il y a une gap en matière de la technologie, de semences et d'intrants agricoles de qualité. Des stratégies et des politiques sont disponibles et ce qu'il faut, c'est la transformation sur le terrain. La Banque nationale du Rwanda précise qu'au cours de l'exercice 2023-2024, le taux de dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar américain est de 16,3%. Au cours de l'année civile 2023, hors budget, la dépréciation était de 18% et il est prévu qu'en 2024, la perte de valeur soit d'environ 9%. Merci beaucoup à Kassim Youssouf de l'économie. Passons à présent à la page justice avec le procès en appel des audiences dans l'affaire Philippe Hategekimana Manié dit Biguma. C'est à la cour d'assises de Paris en France que cela se passe. Un témoin a indiqué que l'accusé a supervisé les massacres à Nyanza dans le sud du Rwanda pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et comme toujours, Jean Damascène Manishimwe nous fait le point.
La Cour d'assises de Paris poursuit en appel les dépositions des témoins des faits dans l'affaire Philippe Hategekimana Manie alias Biguma, cet ancien gendarme du camp de Nyanza, au sud du Rwanda. La Cour a suivi mardi la déposition d'un témoin condamné pour génocide et témoin direct des crimes auxquels se serait rendu coupable l'accusé Philippe Hategekimana Manie. Le témoin a rappelé que le génocide a débuté le 22 avril 1994 à Nyanza. Par la suite, il a exposé les 3 occasions au cours desquelles il a vu l'accusé, qu'il appellera tout au long par son pseudonyme Biguma, qu'il a vu à 3 occasions armé d'un fusil. Le témoin explique qu'à ce moment-là, il était lui-même armé d'un bâton. Dirigé par l'accusé Biguma et Mudachumura, le groupe dont fait partie le témoin, ratisse systématiquement toutes les maisons, même celles des Hutus, à la recherche des Tutsis massacrés. Le témoin a également laissé entendre que l'accusé a participé à une nouvelle attaque de l'église de Nyanza en compagnie d'un certain Jacques Mudachumura, accompagné d'un autre gendarme armé lui aussi de fusil. Une nouvelle fois, Philippe Manie et Mudachumura organisent l'attaque. Ils donnent des ordres et distribuent leurs rôles. Le témoin, alors armé d'un arc et de la grenade obtenue plus tôt, était positionné à l'extérieur face aux portes de l'église pour veiller à ce que personne ne tente de s'échapper par l'arrière. Selon le témoin, Philippe Hategekimana se rendait très régulièrement chez Jacques Mudachumura avant de revenir distribuer des ordres. Le collectif des partis civils pour le Rwanda, à l'origine de plusieurs plaintes déposées en France contre des suspects génocidaires, estime que plus le temps passe, plus s'estompent les chances de voir tous les présumés génocidaires faire face à la justice. Nous, ça fait des années et des années qu'on dénonce à la fois les lenteurs de la justice, à la fois le manque de moyens mis au service de cette justice. Le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrapera pas et qu'un certain nombre des personnes contre lesquelles nous avons déposé des plaintes ne seront jamais jugées. Le temps qui passe, on le dénonce de manière assez régulière, même si ces crimes sont imprescriptibles. Le temps qui passe fait qu'il y a des témoins qui sont morts, des rescapés qui sont morts, et puis les accusés aussi, eux, peuvent mourir avant d'être jugés, avant que la justice ne passe, et certains vont disparaître alors même qu'aucune décision judiciaire ne sera prise à leur égard. Bien sûr, la justice qui prend trop de temps, c'est un problème pour les victimes et pour les rescapés. Ce procès en appel contre Philippe Hategekimana Manie, dit Biguma, intervient après celui de Dr Eugène Rwamutyo, condamné récemment à 24 ans de réclusion criminelle. Après lui, un autre procès en appel d'un Rwandais, Sostène Munyemana, devrait s'ouvrir en septembre prochain. Toujours au chapitre de la justice, cette fois-ci, en République démocratique du Congo, avec le collectif des avocats des partis civils des communautés Banyamulenge, Emma et Tutsi du Nord Kivu, communiqué donc selon lequel ce collectif a déposé une plainte entre les mains du procureur fédéral en Belgique contre M. Christian Ndai-Well ce 18 novembre 2024 sur des faits de torture et de traitements inhumains et dégradants commis au préjudice d'un Munyamulenge, en l'occurrence Thomas Ndizeye, qui en est mort. A rappeler donc que M. Christian Ndai-Well n'est pas à sa première accusation d'être derrière la persécution et les massacres des communautés rwandophones dans la partie orientale et du nord Kivu et du sud Kivu. Tout à l'heure, nous avons échangé avec Maître Bernard Mangan, un des avocats de ce collectif des avocats des partis civils. Il a eu des choses à nous révéler et surtout du contenu de cette plainte déposée auprès des autorités belges.
Merci beaucoup, Maître Bernard Manguin, de vous joindre à nous. Je signale que vous êtes l'un des avocats du collectif des avocats des partis civils des communautés Banyamulenge, Ema et Tutsi du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Maître, vous avez sorti un communiqué, une plainte déposée entre les mains du procureur fédéral en Belgique contre M. Christian Ndaiwel. Je rappelle que M. Christian Ndaiwel est bien entendu le boss de la DEMIAP en République démocratique du Congo. Déjà, de quoi reprochez-vous M. Christian Ndaiwel et déjà, lui, haut fonctionnaire en République démocratique du Congo, comment déposer cette plainte en Belgique? Alors, pour contextualiser la situation, il faut savoir que depuis de nombreux mois, nous recevons énormément de signalements concernant des faits de torture et de mauvais traitements commis au sein de la DEMIAP, qui est placée effectivement sous la direction de M. Ndaiwel. Il s'avère que, selon les informations que nous détenons, M. Ndaiwel a la double nationalité. Il a également la nationalité belge, ce qui avait d'ailleurs en son temps justifié qu'une plainte ait déjà été déposée à son encontre dans le cadre de l'affaire Okende. Et vu la gravité de la situation, on dit que si cette nationalité est confirmée, il y avait un lien de rattachement avec la Belgique, puisque une personne de nationalité belge peut être poursuivie en Belgique pour des faits de torture et de mauvais traitement, où qu'ils soient commis même en dehors du territoire du Royaume de Belgique. Et donc nous avons décidé de déposer cette plainte, sachant que nous avons plusieurs dizaines de personnes qui peuvent être concernées ultérieurement par la même situation et pour lesquelles nous comptons d'ailleurs préparer une plainte plus élaborée destinée aux autorités du parquet fédéral belge, à charge pour lui d'apprécier si les éléments des conditions de rattachement sont bien confirmés et dans ce cas-là, de mener les enquêtes pour lesquelles nous voulons que justice soit faite. Parce qu'en fait, derrière tout ça, se joue un enjeu qui est celui de l'impunité dont bénéficie ce monsieur jusqu'à présent sur le territoire congolais. Mais cette impunité ne sera pas illimitée. Un jour ou l'autre, sa responsabilité dans les crimes commis à l'intérieur de la DEMIAP va devoir être évoquée, ainsi d'ailleurs que la responsabilité de toutes les personnes qui sont dans la chaîne de commandement de la DEMIAP. Alors, Maître, aux toutes dernières nouvelles, il y a l'une des victimes, en tout cas, qui en est mort des tortures dont vous avez fait mention, c'est M. Thomas Ndaizeye, un des rwandophones, justement mort dans ces cachots de la DEMIAP. Alors, Maître, ça fait plusieurs mois et même plusieurs années, je dirais, que vous travaillez sans relâche pour que justice soit faite. Déjà, il y a un dépôt, vous avez déposé cette plainte auprès des autorités belges. Maintenant, l'action se passe en République démocratique du Congo. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la justice congolaise, avec les autorités congolaises? Est-ce que vous prêtent-elles les oreilles? Font-ils ou font-elles attention à vos rapports par rapport déjà aux crimes commis à l'encontre des rwandophones? Là, je cite les Banyamulenge dans le sud Kivu, les Ema dans l'Ituri et les Tutsis du nord Kivu. Écoutez, à ce jour, nous continuons à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires congolaises. Nous le faisons d'ailleurs avec beaucoup de courage dans le chef de mes confrères congolais. Mais à ce jour, malgré ces plaintes, nous n'avons pas encore eu de réaction ni de poursuite, ni contre les auteurs de discours de haine, ni contre les criminels.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avions déposé également et dénoncé les faits auprès du procureur à la Cour pénale internationale, puisque l'État congolais est parti au traité de Rome, qu'il y a une compétence, mais qui n'est que subsidiaire de la part des autorités de la Cour pénale internationale. Mais ceci démontre qu'il y a un véritable problème sur le fonctionnement de la justice. Nous ne sommes que des auxiliaires de justice, c'est-à-dire les avocats sont chargés de recueillir des plaintes quand il y a des faits constitutifs de crimes ou d'infractions et de veiller à ce que leurs clients obtiennent justice. Dans le cas d'espèce, il y a un véritable problème qui se pose, mais vous savez que le fonctionnement du judiciaire s'inscrit dans le long terme et nous, en tout cas, nous n'allons pas arrêter, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans plusieurs années, nous verrons comment les choses vont évoluer. D'ailleurs, à cet égard, à partir du moment où des sujets de nationalité belge sont concernés par des mesures constitutives de torture ou de traitement inhumain dégradant, je suis aussi intéressé de voir comment sur le plan du gouvernement belge, il y aura une réaction ou non à l'égard des faits que nous dénonçons. Vous parlez bien des autorités belges, vous avez fait également mention des autorités congolaises, du moins de la justice congolaise. Maintenant, mettre la question des massacres et même du génocide des rwandophones dans le sud et le nord Kivu et même dans l'Ituri, ça a été aussi, c'est une question aussi bien connue et évoquée par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge de prévention des génocides, Madame Ouaïrimou, qui a même évoqué ça très récemment. Sur le terrain de la justice internationale, y a-t-il des avancées aujourd'hui, justement pour qu'aujourd'hui ou demain, toutes ces personnes comme Christian Daiwel et d'autres personnes responsables de ces massacres, de ce génocide, soient traduites un jour ou l'autre devant les instances internationales? Écoutez, je pense qu'il y a une grande avancée qui a été posée par la conférence de presse récente de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, puisqu'au fond, on a reconnu la justesse de nos observations depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ce qui est en jeu dans l'Est du Congo, que ce soit au préjudice des Banyamulenge, des Emma ou des Tutsis du Nord Kivu, c'est une véritable épuration ethnique qui s'apparente à une pratique de génocide. Et c'est évidemment, ce n'est pas une reconnaissance judiciaire encore, mais c'est une étape considérable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir maintenant comment moralement, éthiquement, mais aussi judiciairement, les autorités des États qui ont signé les conventions préventives de génocide vont désormais réagir. Parce qu'il y a des obligations à charge des États concernés, dont la Belgique, mais aussi les autres États qui ont été signataires de cette convention. Et nous allons voir exactement quelle va être la réaction. Et vous savez que le procureur à la Cour pénale internationale a annoncé qu'il entamait des enquêtes, notamment en ce qui concerne les Tutsis du Nord Kivu. Vous savez aussi que nous avons fait part à la fois de notre contentement par rapport à cette décision qui a été prise, mais aussi de nos interrogations et de notre perplexité, parce que ce que subissent les Emma avec les Codeco et ce que subissent les Banyamulenge dans la région de Minembwe est du même acabit, et il n'y a pas de raison de ne pas mener des enquêtes et de ne pas poursuivre les auteurs des crimes.
Maître Bernard Mangan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir éclairé le public par rapport à cette question sur la situation des crimes de génocide qui se vit notamment dans la partie orientale de la RDC, dans la région d'Ituri, également dans le nord Kivu et au sud Kivu. Merci beaucoup, Maître Bernard Mangan. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats du collectif des partis civils des communautés Banyamulenge, Emma et Tutsi du Nord Kivu. Merci beaucoup, Maître. Au revoir. Voilà, de retour ici au pays, la Chambre des députés a demandé aux instances étatiques en charge de l'agriculture de prendre à bras-le-corps la question des semences qui ne remplissent pas les normes requises, ce qui porte un coup sur la production de l'agriculture, comme nous l'explique plutôt notre confrère dans cet élément. Au cours de la saison agricole 2025A, les agriculteurs avaient préparé leurs terres et les intrants. Cependant, ils ont été confrontés aux difficultés dues à la pluie qui est arrivée en retard, ce qui a retardé la mise en terre de semences, entraînant ainsi des inquiétudes quant à la baisse de la récolte de certains produits. Lors des visites que les députés ont effectuées à travers le pays pour observer la préparation et la mise en œuvre de la saison agricole 2025, ils ont constaté que l'agriculture et l'élevage sont confrontés à divers problèmes. Lorsque la vice-présidente de la Chambre des députés, Uwineza Belline, a présenté au Parlement le rapport de résultats de ces visites, elle a fait observer que ces problèmes auront un impact sur la production. Accélérer la mise en exécution de mesures visant à accroître la production de produits dérivés de l'agriculture et l'élevage par rapport aux effets du changement climatique. Trouver des solutions aux problèmes des entrepreneurs qui ne payent pas les habitants. Les députés ont demandé que les institutions ayant l'agriculture et l'élevage dans leur attribution s'attaquent aux problèmes tels que le prix, le bétail qui détruit les cultures des habitants, les semences de mauvaise qualité, ainsi que le problème rencontré dans le domaine de l'assurance de culture pour leur trouver des solutions. Si on considère les problèmes existants, notamment l'insuffisance de semences, d'intrants agricoles, des maladies qui touchent les bétails et les cultures, les programmes dont on parle d'agriculture extensive sur une grande superficie de 70% et 30% réservés à l'élevage et l'aménagement des primates. Je voudrais revenir au problème de petits primates qui détruisent les cultures, notamment dans les districts de Nyaruguru, Kicukiro et Rusizi sont parmi les districts dont on parle, et on peut ajouter le district de Huye où il y a beaucoup de signes. Honorable Présidente, le rapport montre que ce problème a été transmis à RDB, mais elle n'a pas donné de réponse. Honorable Présidente, si l'on considère ces vaches, on trouve que leur production laitière n'atteint même pas 5% de la production normale. Et puis, c'est une façon de résoudre le problème. On disait avant que la production laitière était très abondante et maintenant l'usine fonctionne à hauteur de moins de 10%. Nous avions le problème de marché, mais maintenant nous l'avons et c'est la production laitière qui devient le problème. On trouve que l'irrigation n'est pas suffisante alors que l'eau est disponible et ce problème entraîne la baisse de la production agricole. Les agriculteurs avec lesquels nous nous sommes entretenus ont fait remarquer qu'ils choisissent de ne pas acheter des semences avec subside, mais recherchent celles sans subside parce qu'elles sont plus productives. Dans ses conclusions, la session plénière de la Chambre des députés a recommandé que les différentes commissions approfondissent certains de ces problèmes, tandis que d'autres ont été transmis au ministère concernant à savoir
celui de l'agriculture et des ressources animales, celui de l'administration locale, ainsi que celui de commerce et de l'industrie. Il devrait notamment expliquer pourquoi le riz cultivé au Rwanda coûte plus cher que celui importé. Proposer des mesures pour capter l'eau de toit et résoudre le problème des entrepreneurs qui prennent la production des agriculteurs sans le payer à temps. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. C'est par cet élément nous préparé par Enora Gladys que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Morenzi Karangwa. En mon nom propre, je vous dis grand merci et surtout, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.